Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse de partager avec toi l'interview d'une personne ultra inspirante. Candice Pérec-Rosière, aka Candice Rose sur Insta, s'est mariée en 2022 avec comme wedding planner la pétillante Julie de l'agence L'amour Paris. On n'était pas forcément censé se rencontrer virtuellement avec Candice, mais grâce à Julie et à une story de Stéphanie du blog de la sœur de la mariée, ça a été le cas et je suis trop contente d'avoir pu croiser le chemin de Candice. C'est une femme aux multiples casquettes, closeuse, autrice, head of sales pour 4 sociétés, formatrice et j'en passe. Elle a vécu des tempêtes dans sa vie, mais elle s'est relevée comme personne. Je suis fière de te la présenter dans Wedding Divan aujourd'hui. C'est parti. Coucou Candice, merci de venir dans le Wedding Divan. Je suis hyper contente de te recevoir. Bienvenue à toi. Merci Magali, je suis honorée de faire partie de ton podcast. C'est assez drôle la façon dont on s'est... Alors j'allais dire rencontrer parce que c'est pas vraiment rencontrer parce qu'on se voit là pour la première fois en Zoom aujourd'hui, mais dont on s'est parlé. Je sais pas si tu veux expliquer un petit peu comment ça s'est fait, mais c'est très très drôle. Bien sûr, avec plaisir. Effectivement, ça m'a beaucoup fait rire. Je pense que j'ai vu, aujourd'hui c'est ça les réseaux sociaux. J'ai vu effectivement une story passer de toi. Je pense que je me suis mariée l'année dernière et je suivais donc certaines personnes qui te suivent aussi. Et quand j'ai vu ce que tu faisais et que tu faisais également un podcast sur le mariage, j'ai tout de suite pensé à ma merveilleuse wedding planner Julie et je me suis dit mais il faut à tout prix que Julie puisse se promouvoir entre guillemets ou du moins que vous puissiez avoir une conversation toutes les deux parce que j'ai un excellent souvenir de ma wedding planner. C'est devenu même une très grande amie pour moi aujourd'hui. Donc, je t'ai écrit tout simplement un petit message en voulant te dire, il faut à tout prix que tu l'interviewes. J'envoie une petite capture d'écran à Julie, ma wedding planner, en lui disant, regarde ce que j'ai fait. Je voulais quand même que tu sois au courant. Potentiellement, tu te feras contacter par Magali. Tout de suite, elle m'a dit, mais Magali, je la connais, mais Magali, c'est une amie à moi. Et le pire, c'est que dans tout ça, c'est que moi, la première, j'ai fait la même chose. Je lui ai parlé de toi et je lui ai dit, peut-être, tu n'as qu'à interviewer Candice dans ton podcast. Voilà, donc effectivement, c'est amusant comme quoi il y a beaucoup de synchronicité, hein. Il n'y a pas de hasard pour moi. Mais c'est clair. Non, puis en plus, je sais pas si t'avais remarqué quand tu m'as écrit, mais j'étais abonnée à toi en me disant, ouais, je la garde sous le coude, parce que là, j'avais pas mal d'interviews qui étaient prévues et tout, quand on en avait discuté. Et quand j'ai vu un petit peu, ce que tu faisais, etc., je me suis dit, ouais, ça m'intéresse. Et puis, elle m'a dit, lis son livre et tout. Et donc, du coup, quand tu m'as écrit, tu m'as offert ton livre. Et du coup, je l'ai pas tout de suite lu parce que on a une vie de ouf et on sait comment c'est. Et du coup, pour l'interview, je me suis dit, il faut absolument que je l'ai lu. Et alors, en fait, la claque, quoi. La claque parce que en fait, quand on te voit sur les réseaux sociaux, on n'imagine pas du tout ce qui peut se cacher derrière, le parcours que tu as eu. La vie que tu as eue et franchement, ça aide. Alors, comme je te disais, je suis passée par plein d'émotions en lisant ce livre. Ça aide à relativiser, je trouve. Ça aide aussi à se sentir, en même temps, vu le titre, à se sentir capable de plein de choses. Ça aide à plein de choses. Je le conseille à tout le monde. Et du coup, truc de dingue parce que effectivement, Julie, on se connaissait, on s'était vu plusieurs fois, on a déjeuné ensemble il y a pas longtemps et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit mais tu devrais trop interviewer Candice. Et quand j'ai vu ton message, effectivement, c'était suite à une story de Stéphanie, la sœur de la mariée. Tout à fait. Voilà, quand j'ai vu ton message, je me suis dit mais c'est le monde est ouf quoi. Il y a trop de synchronicité effectivement. Donc bienvenue encore une fois ici. On va parler de plein de choses. Donc tu as écrit un premier livre et ce que tu m'as dit c'est que tu travaillais sur le deuxième. Oui. Le deuxième qui s'appellera, on peut le dire du coup, comment ça va s'appeler ou pas? Alors,
En espérant que je n'ai pas changé. J'espère que personne ne m'en voudra si jamais je change. Mais en tout cas, je ne vais pas encore parler du sous-titre pour le moment. Mais le titre, c'est censé être « Oser briller ». Voilà. Et du coup, on parle un peu d'audace, d'après ce que j'ai totalement. compris. Bien sûr, c'est d'avoir la capacité, effectivement, à oser. Et on ne se rend pas compte à quel point, dès l'instant où on est audacieux, on est capable de choses extraordinaires et hors normes. On est tous persuadés, les humains, de se dire... on se rend compte que quand il y a de la gravité ou de l'urgence, l'humain est capable de beaucoup de choses. Mais en fait, on ne se rend pas compte, par contre, qu'on est capable de le faire au quotidien aussi. C'est qu'une décision. Ouais, tu me disais que tu dis souvent que l'audace, ça nous fait réaliser nos rêves bien plus que la gentillesse mal placée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors moi, je comprends certaines choses, mais est-ce qu'on veut dire la même chose? Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que toi, tu veux dire quand tu dis ça? Je pense qu'on a tous une petite voix en nous qu'on pense être du coup une voix qui nous permet justement de laisser les autres parler, de faire les choses pour les autres. On se sent dévoué, on se sent gentil, on se sent, je sais pas, comme si on laissait de la place aux autres. Alors qu'en fait, c'est plus de la gentillesse mal placée, dans le sens où on a surtout peur du regard des autres, on a surtout peur du jugement des autres. Donc c'est plus égoïste, entre guillemets, qu'autre chose, même si le mot égoïste est bien trop fort ici. Mais c'est vrai que lorsqu'on n'est pas audacieux, on pourrait dire que justement, on n'ose pas, on est assez introverti, on est assez timide, mais c'est surtout qu'on cache une partie de nous en pensant que c'est bien de la cacher parce que on veut faire plaisir aux autres. Mais finalement, on ne sert ni aux autres, ni à nous-mêmes. Cette gentillesse, c'est un ego qu'on a. Et quand on pense qu'on est, par exemple, pas suffisamment audacieux et qu'on est trop gentil, ça ne signifie pas pour autant qu'on n'est pas égoïste et qu'on n'a pas d'ego. Et quelque part, plus on garde pour nous, plus on ne veut pas se montrer comme on est réellement, et plus finalement on a de l'ego parce que on est persuadé que on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas. Mais à la fois, si on posait notre ego sur la table, qu'on n'avait pas peur du ridicule, qu'on n'avait pas peur de dire les choses, qu'on n'avait pas peur de faire, potentiellement, effectivement, il nous arriverait bien plus de choses dans notre vie. Et c'est juste que ça fait peur de grandir, ça fait peur de prendre des décisions différentes et ça fait peur de changer. Ouais, je me reconnais un peu dans ce que tu dis. C'est-à-dire que pendant des années et des années, moi, j'ai 40 ans aujourd'hui et j'ai fait passer les autres avant moi. Et en fait, je trouvais ça tellement bien. Tu sais, ça faisait bien de dire ça. De dire, ouais, mais en fait, moi, je fais toujours passer les autres avant moi. Je suis quelqu'un de tellement altruiste et tout. Enfin, je le disais pas comme ça, mais c'est ce que je voulais retranscrire. C'est ce que tu pensais, en tout cas. C'est ce que tu pensais même quand tu le faisais, inconsciemment. Exactement. Et en fait, je reprends toujours cette image. Je sais plus qui est-ce qui m'avait dit ça un jour, et j'ai trouvé ça génial de dire, en fait, dans un avion, on te demande toujours de mettre ton masque avant de t'occuper des autres, parce qu'en fait, si toi, tu ne vas pas bien, comment tu veux t'occuper des autres? Tout à fait. Et j'en suis arrivée là, en fait. J'en suis arrivée au moment où j'étais pas bien, j'arrivais plus à avancer, j'arrivais plus à... J'étais mal, quoi. Au moment du burn-out, franchement, j'arrivais même plus à me lever le matin. C'est là où j'ai eu le déclic, où je me disais, mais attends, mais comment je peux m'occuper des autres dans cet état? C'est pas possible, tu vois. Et en vrai, il faut quand même se faire passer, j'ai une très très bonne amie, une amie très chère à moi qui travaille dans le mariage et qui me dit tout le temps, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et au début, j'avais du mal avec cette phrase, parce qu'en fait, non, en fait. Dans ma tête, c'était, non, les autres, c'est plus important que moi. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Et alors, pourquoi? Est-ce que tu le penses encore? En fait, non. Non, parce que, encore une fois, si moi je m'occupe pas de moi, je ne peux pas m'occuper des autres. Et ouais, être la personne la plus importante de sa vie, c'est aussi mener sa vie comme on l'entend, et pas forcément en fonction de ce que les autres ont envie que toi tu sois. Tout à fait. Tu as des enfants? J'ai un fils, ouais, de 9 ans. Ok. Tu vois, je le dis ça dans mon livre, et je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, à la naissance de ma fille, je me suis tout de suite dit, ça y est, c'est ma priorité, c'est ma vie, c'est tout, quoi. C'est elle avant tout le monde, et elle avant moi-même. Et puis en fait, je me suis dit, mais Candy, si tu fais ça, elle va reproduire ce schéma, et donc plus tard, elle se dira la même chose. C'est d'abord les autres, et puis moi, c'est ensuite. Et j'ai pas envie de ça, parce que moi, je suis égoïste, je veux son bonheur à elle. Mais si je veux son bonheur à elle, il faut que j'ai moi aussi mon propre bonheur, et mes propres occupations, et mes propres passions, parce qu'autrement, elle, la première, elle se sacrifiera pour tout le monde. Et elle se sacrifiera pour ses enfants. Et non, je veux surtout pas ça pour elle. Donc en fait, ça, c'est parti d'un geste d'amour pour ma fille, où je me suis dit, non,
grâce à la naissance de ma fille, je me suis rendu compte encore plus qu'avant qu'il fallait que je pense à moi et que je pense rien qu'à moi pour que elle, plus tard, elle pense elle aussi à elle et qu'elle fasse ses propres choix sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur du jugement et qu'elle soit, qu'elle s'autorise en fait à être de temps en temps un peu portée sur elle, parce que oui, ok, on est d'accord, comme tu l'as dit, on a été éduqué comme ça, on a été éduqué en étant poli, en étant dévoué pour les autres, mais à trop être dévoué pour les autres, ils construisent tous leurs empires, leurs passions, ils ont tous leur vocation. Et puis nous, en fait, on est simplement spectateurs, on regarde les autres réaliser leurs rêves, mais en fait, on se rend compte que nous, on n'a rien fait, et que malgré ça, même si, ok, on n'est peut-être pas égoïste et que, ok, on peut être content d'être gentil, les autres à côté, ils ont avancé et nous, pas du tout. Et donc, c'est là après où on se rend compte que, ben non, ça nous dessert. Et puis aux autres, ok, peut-être que ça peut leur faire plaisir au début parce qu'on est dévoué, mais c'est pas pour ça qu'ils vont penser à nous tous les jours. Et oui, non, ça m'a beaucoup parlé ce moment dans ton livre, effectivement. Bah, justement, parce que là, on a démarré sur les chapeaux de roue. Mais, du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours, professionnel déjà, et puis après on ira peut-être aussi sur ton parcours personnel qui, je pense, fait en grande partie écho à ce parcours professionnel finalement. Ah oui, complètement, oui. Au niveau donc parcours pro, très simple. Bon ben voilà, j'ai fait des études assez basiques. Je suis partie en école de commerce. J'ai fait beaucoup d'alternance, beaucoup de voyages dans le cadre de mes études. Et puis ensuite, bien sûr, je suis tombée dans le salariat. Je dis tomber parce que finalement, je pense que j'y ai trébuché. Au fond de moi, je savais depuis toujours que je ne voulais pas, mais j'ai trébuché, j'ai tenté parce que j'étais assez influençable. Je n'avais pas forcément confiance en moi à cette époque, et donc tout le monde me disait le CDI, c'est le Saint Graal, entre guillemets, c'est moi ce que je pensais ou ce que je devais penser. Donc j'ai suivi ce mantra-là. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Malgré tout, j'ai fait des tas de petits boulots aussi qui m'ont fait comprendre que ce n'était pas forcément ce que je voulais. Mais je n'avais pas non plus envie de fuir une condition. Je voulais quand même être sûre de moi et voir dans quoi est-ce que je pouvais être comblée avant même de fuir pour juste aller essayer de chercher le shiny object et donc quelque chose qui m'apporterait plus. Et puis, à un moment donné, voilà, je suis rentrée chez moi. Je me suis simplement dit, non, mais Candice, en fait, le simple fait de vouloir demander un congé te fait peur. Tu passes une semaine à réfléchir de quelle manière est-ce que tu vas demander ton jour de congé. Quand tu as un jour de congé, tu culpabilises toute la journée d'être en congé, donc tu ne profites pas. Et quand tu reviens, tu as doublement le travail que tu devais faire. Donc là, je me suis dit, non, il y a un problème, je ne veux pas faire ça pendant 40 ans. Je sais pas que j'en suis pas capable, c'est que je le veux pas. Je le veux pas. Mais il fallait vraiment que je trouve quelque chose aussi qui me plaise et pas juste qui me fasse donc fuir ma condition. Et puis en fait, très rapidement, je me suis mis dans l'entrepreneuriat. J'ai fait des recherches sur un petit peu tout ce qui pouvait exister dans l'entrepreneuriat. Je me suis mise à mon compte, à la base en tant qu'auto-entrepreneur. J'ai découvert un métier qui m'était totalement méconnu. Je me suis lancée corps et âme là-dedans. J'ai fait un mentorat, j'ai investi beaucoup d'argent. En tout cas, c'était beaucoup d'argent pour moi à cette période-là. Quelqu'un m'a accompagnée tant dans mon développement personnel que au niveau professionnel, avec beaucoup de théories, de nouvelles compétences à apprendre aussi. Et maintenant, ça fait bientôt 4 ans que je suis dans le monde de l'entreprise. J'ai mes propres accompagnements, un petit peu comme toi. Voilà, toi, c'est porté sur le mariage. Moi, c'est plus porté sur soit la reconversion professionnelle, mais plus vers le métier que je fais actuellement, qui s'appelle closer, qui est très abstrait. On pourra en parler aujourd'hui, peut-être une autre fois, où j'imagine tu l'expliqueras quelque part dans un de tes futurs podcasts ou dans tes légendes. Et puis ensuite, je suis ce qu'on peut appeler Head of Sales dans le monde de l'entreprise. On pourrait appeler ça directrice des ventes pour le compte de 4 sociétés. Des sociétés qui sont quand même, elles aussi, un petit peu comme toi et moi, donc qui ont des accompagnements qui sont plus à distance, qui sont un petit peu partout dans le monde. Et il y a des univers totalement différents, tant dans l'immobilier que le trading, que la prothésie angulaire pro pour des formations certifiantes, que du coaching sportif. Donc voilà, ça va un petit peu dans tous les sens. Mais la compétence principale, ça reste donc de manager, d'accompagner ces équipes de vente de manière collective et de manière aussi très individuelle. Je connais le nom des enfants de chacune de ces personnes, je connais vraiment leurs histoires personnelles et le premier devoir notamment que je donne à chaque fois à mes élèves, c'est de m'écrire un résumé en page A4 de leur vie. Et là, comme ça, j'arrive à voir un petit peu ce qu'ils veulent mettre en avant, ce qu'ils pourraient me cacher, etc. Voilà. Donc je travaille toujours à distance, je travaille de chez moi. J'ai de temps en temps quelques rendez-vous physiques, mais je travaille tant avec des particuliers que des entreprises. Et c'est toujours quand même pour les performances, pour les ressources humaines. Je gère l'humain, mais pas les machines. C'est ce que j'aime dire souvent. Je ne suis pas du tout outil, et même si j'aime bien Notion, mais bon, à petite dose. Voilà. Notion, c'est la vie. Voilà, c'est ça.
Ok. Et du coup, par rapport à ton parcours perso, comment t'es arrivée à écrire un livre, même si moi je le sais? Ok, bien sûr, avec joie de l'expliquer. Depuis toute petite, je pense que, enfin pas depuis toute petite, mais on va dire après mon adolescence, beaucoup d'amis proches m'ont dit, tu devrais écrire un livre, ton histoire, ça pourrait être un film, ça pourrait être un livre, etc. Puis j'avais ce gros syndrome de l'imposteur que beaucoup d'entre nous connaissent, j'imagine. Et je me disais, non, mais moi, je suis pas littéraire. J'ai même pas fait un bac L. J'ai fait un bac ES. Je ne sais rien. Je lis peu de livres. Les seuls livres que je lis, je les dévore, mais j'ai dû en lire 3 chaque année, quoi. Donc, je me disais, pas du tout de légitimité à écrire un livre. En fait, depuis toujours, j'aime beaucoup écrire. Ma mère était, on peut dire comme ça, un peu pigiste. Elle écrivait pour des journaux, donc l'écriture m'a beaucoup plu. J'étais souvent en conflit avec ma maman à l'âge de l'adolescence, parce que souvent, voilà, c'est comme ça, hein, les mères-filles. Et donc, pour se réconcilier, on s'écrivait beaucoup. On s'écrivait des mails, on s'écrivait des lettres, et c'est comme ça qu'on communiquait. Et le jour où j'ai eu Lilia, ma fille, je sais pas si celles qui vont m'entendre ou si toi c'est la même chose, tu t'es sentie puissante, mais voilà, j'avais l'impression que plus rien ne pouvait m'atteindre. Et le jour où Lilia est née, j'ai des ailes qui me sont poussées dans le dos probablement. Et là, à ce moment-là, je me suis dit oui, si, effectivement, j'ai envie d'écrire un livre, ou du moins je vais écrire. J'écris toute mon histoire comme une autobiographie. Est-ce que je vais le publier, oui ou non, j'en sais rien, je sais pas, mais j'en ai envie. Donc pour le dire rapidement, quelques petits événements pour expliquer le genre de choses que je raconte dans mon livre. C'est le tout début de mon histoire, par exemple, où j'ai fait des recherches parce que j'ai été adoptée. Mes 2 parents sont français. J'ai une petite sœur qui est colombienne. J'ai été adoptée en 94. Et il y a pas si longtemps, il y a quelques années, j'ai fait des recherches sur mes origines. Et on s'est aperçu que sur un procès-verbal, il y avait écrit que j'étais née, qu'on ne savait pas où est-ce que j'étais née, que je suis arrivée sur les marches d'un orphelinat à l'âge d'environ 1 semaine, enroulée d'une écharpe dans un petit chapeau, et qu'on m'a retrouvée. Donc voilà, ça par exemple, c'était un événement que je voulais raconter. Pendant mon adolescence, même mon enfance, j'ai été, on va dire, victime, si on peut le dire comme ça, de racisme. En tout cas, j'ai été confrontée à toutes mes différences. Pendant très longtemps aussi, j'ai renié mes origines, donc je suis passée par tous les états. Hein. Voilà, le rejet, le syndrome au-delà du syndrome de l'imposteur qui m'est arrivé pendant le cadre professionnel, j'ai eu ce syndrome de l'abandon, de l'injustice, toutes ces choses-là. Donc j'en parle vaguement, mais de manière très brutale, comme je l'ai dans ma tête. Et puis ensuite, j'ai eu aussi un événement assez tragique, dramatique, que je laisserai, ta communauté découvrir si elle le souhaite dans mon livre. Mais un événement tragique qui a fait que je suis passée totalement de l'âge de l'adolescente à l'âge adulte, sans vraiment le vouloir, contre mon gré. Et à partir de ce moment-là, ça a été la descente aux enfers, jusqu'à même vouloir mettre fin à ma propre existence, jusqu'à même me sentir totalement schizophrène parce que je n'étais même pas sûre de moi, j'avais l'impression d'être une autre personne. Et donc, tous ces événements ont fait que, à un moment donné, j'ai eu à prendre une décision. Soit je survis, soit je vis. Mais en fait, si je survis, je voulais même pas vivre. Ou alors, je prends sur moi, je vis pour ma famille, je vis pour les seules personnes que j'aime et qui m'aimeraient encore. Et j'ai pris cette décision. Et puis petit à petit, j'ai commencé à vivre pour moi. J'ai découvert la glace à la framboise de nouveau et je l'ai aimée. Je me suis dit, quand même, c'est pas mal la vie. Le lendemain, il y a un homme qui m'a souri dans la rue. Je me suis dit, oh, dis donc, quand même, c'est agréable. Et le surlendemain, autre chose. Et toutes ces petites choses ont fait que, ça y est, je pense que j'ai accepté de nouveau avoir les petites joies du quotidien, les petites joies de la vie. Et quand j'ai fait ce fameux constat et que je me suis guérie grâce à de la thérapie, grâce à des psychologues, des psychiatres, de la kinésiologie, de la médecine douce, je suis vraiment passée partout. Je me suis dit, si jamais j'écris un livre et qu'une seule personne le lise et que ça la rend plus capable et que ça la permet de relativiser et à la fois d'arrêter de minimiser tous les petits dégâts qu'elle peut avoir à cause de sa vie, à cause de la vie de manière générale, j'aurais réussi. Plus le fait que je voulais que ma fille découvre l'histoire de sa mère au lieu de l'entendre de la bouche de d'autres personnes, qu'elle le découvre par ses propres mots, alors j'aurais réussi. Et donc j'ai écrit ce livre. Voilà. Qui s'appelle donc, parce que du coup, si les personnes veulent le chercher... Et le livre s'appelle « Vous êtes capable ». Et donc, quand on regarde la couverture, c'est carrément écrit « Vous êtes coupable, gribouillé ». Donc, le mot « coupable » est totalement gribouillé. Et ensuite, il y a écrit « capable ». C'est vraiment les montagnes russes d'une vie. Je pense qu'on a tous des montagnes russes dans notre vie. Et c'est de montrer comment je me suis sentie coupable pendant de très longues années, coupable de plein de choses différentes, jusqu'à me sentir petit à petit apte et puis enfin capable. Voilà. Ouais, c'est hyper beau et j'ai adoré. C'est hyper facile à lire. Tu m'as dit t'en as pour 1h30. Effectivement, je pense que ça a dû faire ça en tout.
J'ai écouté ton conseil à un moment donné. Tu donnes des conseils d'ailleurs dans le livre pour lire le livre. C'est vachement bien. J'avais jamais vu ça. Je trouve ça hyper cool. Et donc j'ai écouté le conseil. Mais quand même. Super. Et du coup, bon, tu parlais un petit peu donc dans ta vie de ce harcèlement, ce racisme que tu as vécu. Et on parlait au début de l'épisode du jugement des autres, justement, de la façon dont on gère ça. Comment tu le gères aujourd'hui, maintenant, ce regard des autres, ce jugement des autres? En fait, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, j'ai tellement été, je pense, écrasée, trahie, que je me suis, pendant un instant, je pense que oui, j'ai eu beaucoup de colère après les autres. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais simplement en colère après moi-même. Je le dis tout le temps, c'est un mantra, c'est on ne vit que ce qu'on tolère. Et en fait, j'ai toléré trop de choses dans ma vie. J'ai toléré justement qu'on puisse me juger et que ça puisse surtout me toucher. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est juste une décision. J'ai décidé que ça ne me toucherait plus. Et hop, bizarrement, en un claquement de doigts, ben oui, c'est vrai, vraiment. On y travaille petit à petit. Je dis pas que du jour au lendemain, on a confiance en soi et que on n'a plus peur du regard des autres. Mais en fait, on se rend compte que les autres, ils s'en moquent. Ok, peut-être qu'ils vont nous juger aujourd'hui, mais le lendemain, ils continuent leur vie. Et donc, nous, Nous, on va être triste, on va pleurer, on va se renfermer sur nous-mêmes comme une coquille. Ça va dicter toute notre vie. Et elle, en face, la personne qui se sera moquée de nous et qui nous aura jugés, elle va penser à nous 5 minutes en nous critiquant, mais ensuite, c'est terminé. Elle ne pense plus du tout à nous. Donc, en fait, quand on fait le ratio, autant se dire, non, mais non, il faut plus que ça me touche. Bon, je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Autrement, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand je dis on ne vit que ce qu'on tolère, c'est peut-être une phrase qui est très difficile à entendre. C'est pas forcément agréable. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. J'avais pas apprécié. Et le lendemain, j'ai médité sur ça et je me suis dit, oui, c'est vrai. En fait, sur mon front, il y avait écrit, vous pouvez tout faire de moi. Vous pouvez ne pas me respecter. Parce qu'en fait, moi, la première, je ne me respectais pas. Vous pouvez me critiquer. Parce que moi, la première, en fait, je ne faisais que me critiquer. Vous pouvez totalement me dévaloriser. Il y avait écrit ça aussi sur mon front. Parce que je me dévalorisais constamment. Je n'étais jamais assez bien. Donc, en fait, on comprend que avant même de vouloir ne plus avoir peur du jugement des autres, il faudrait déjà se juger et se connaître et s'aimer à notre juste valeur. Aujourd'hui, on a l'habitude, et c'est la société aussi malheureusement qui veut ça, on se dévalorise constamment. Comment voulez-vous que les autres nous valorisent? Comment voulez-vous que les autres soient reconnaissants envers nous? Comment voulez-vous que les autres soient attentifs et attentionnés envers nous si nous, les premiers envers nous-mêmes, on ne l'est pas? Donc, il faut peut-être déjà arrêter de se moquer de soi-même pour que les autres aussi puissent s'autoriser à voir vraiment la beauté qu'on a chacun. On a tous un charisme, on a tous une aura. Simplement qu'il y en a, ils ont enfoui tout ça à l'intérieur et ils s'y sont interdits. Parce que, encore une fois, on nous a peut-être appris à se taire, à rester poli, à laisser les autres parler. Et donc, voilà, on a tout enfoui. Mais en fait, demain, en se levant, on peut juste se dire, ça y est, j'arrête d'enfouir. C'est vraiment une décision. Donc, parfois, on va payer beaucoup pour des thérapies, etc. J'ai rien contre les thérapies. Moi, la première, j'en ai fait, ça m'a aidé. Mais attention, personne ne peut nous sauver. La première personne et la seule personne, entre guillemets, qui peut nous sauver, c'est nous-mêmes. Dès l'instant où... Et on ne peut pas non plus aider une personne contre sa volonté. Donc, tant qu'on n'aura pas décidé qu'on veut être aidé, tant qu'on n'aura pas décidé qu'on veut s'en sortir, peu importe les bienfaits du monde entier, les bienfaits de thérapeutes, de kinésio, etc., il n'y a personne qui va nous aider autre que nous-mêmes. Et c'est quoi avoir de l'audace maintenant pour toi? Avoir de l'audace, c'est être culotté. C'est oser dire non parce qu'on a envie de dire non. C'est arrêter de dire oui parce qu'on n'a pas envie de dire oui. Parce que combien de personnes aujourd'hui disent oui et dans sa tête, on se dit non mais j'ai pas envie, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi j'ai dit ça? Et ensuite on est en colère et on va en parler à nos vrais proches en nous disant non mais l'autre elle m'a posé cette question, j'ai dit et voilà elle m'a encore demandé ça. Mais c'est parce qu'on a toléré, c'est parce qu'on a accepté. Donc, oser dire non, oser en fait, enfin, du moins avoir de l'audace, c'est encore une fois, je pense, s'autoriser à penser à soi, s'autoriser à prendre des décisions plus pour nous que pour les autres. C'est aussi faire des choses qui va peut-être à l'encontre de tout notre environnement. Quand je dis environnement, c'est là, je parle de toutes les personnes qui nous entourent. Aller à l'encontre de ce que les parents nous ont décidé pour nous. Aller à l'encontre de ce que mon coach va me dire. Non, on est... encore une fois, il faut savoir suivre son intuition. Quand on suit son intuition, il faut arrêter de penser avec son cerveau et il faut suivre ce que nous dicte notre cœur. Bon, c'est vrai, ça peut faire un petit peu bateau, ça peut faire un petit peu trop romantique, mais je le pense, il y a des choses qui sont dans nos tripes, qu'on sent, on sait que c'est fait pour nous, mais non, il
il y a notre tête, il y a notre cerveau qui va nous dire, ah non, je peux pas parce que on va me regarder de travers, ou non, je peux pas parce que, sinon, mais je vais sortir de ma zone de confort, alors que cette zone de confort, elle est pas confortable. Donc, être audacieux, c'est faire des choses dont on rêve, et c'est enfin, une bonne fois pour toutes, croire au fait que ça va marcher. Et en fait, voilà, encore une fois, si on change rien, il va rien se passer dans notre vie. Donc, pas de souci, on peut continuer à procrastiner, à se dire, j'ose pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Oui, ok, mais à faire que des promesses comme ça, c'est faire des promesses à soi-même. On vit pas. On est tout le temps en train de survivre, on est tout le temps en train de vivre dans la peau de quelqu'un d'autre qui n'est pas nous-mêmes. Je sais pas, comme j'imagine que quand vous m'entendez, vous avez peut-être l'impression que je suis une personne qui a confiance en elle. Alors attention, non, j'ai des doutes tous les jours. Peut-être que même à la fin de ce podcast, je vais me dire, Magali, est-ce que c'est bien, Magali? Est-ce que ça allait? Est-ce que j'ai pas trop parlé? Voilà, donc on a tous des doutes, etc. Mais à la fois, si on ne fait pas taire toutes ces petites voix dans notre tête, eh bien, on va juste voir défiler notre vie sans faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, je sais pas, quand on fait encore une fois le ratio, autant être ridicule une journée, non? On essaye. Et donc, par contre, comment le devenir? C'est en faisant pas par petits pas. Je vais pas dire que demain, vous allez vous mettre toute nue dans la rue pour vous dire, ça y est, je suis audacieuse. Non, c'est pas ça. Mais c'est faire des changements dans votre vie. Pas être radical, mais voilà, demain, vous faites un changement. Vous faites des petits changements dans votre vie jusqu'à un moment, vous rendre compte que ces changements, vous allez essayer d'aller chercher les bienfaits. Vous pouvez très bien écrire sur une feuille blanche tous les jours le changement que vous allez faire, un changement qui, d'habitude, vous ne seriez pas capable, entre guillemets, et vous allez écrire ensuite tout ce que ça vous a apporté. Admettons, juste ne serait-ce que vous n'allez plus dans votre boulangerie habituelle et vous allez changer de boulangerie. Juste ça, peut-être que vous allez du coup rencontrer des nouvelles personnes. Et vous allez donc inconsciemment, le lendemain, peut-être parler avec une personne que vous n'auriez jamais parlé. Et donc, vous aurez osé parler à une nouvelle personne, osé aller faire 3 pas de plus pour découvrir une nouvelle boulangerie. Vous allez peut-être oser aussi goûter une nouvelle pâtisserie que vous n'avez jamais goûtée. C'est petit, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment des choses qui nous permettent donc de faire petit pas par petit pas. Et puis bientôt, vous le ferez avec un inconnu. Peut-être que bientôt, vous le ferez dans votre propre entreprise. Peut-être que vous le ferez pour des décisions radicales au niveau, je sais pas moi, financier. Peut-être que ce sera lors de voyage. Mais c'est vraiment commencer petit pas par petit pas. Ouais, j'allais te dire comment ça se retranscrit dans ton business. Le fait d'oser, le fait de ne plus avoir peur du jugement ou moins avoir peur du jugement. Comment toi, tu le gères dans ton business et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil là-dessus? On va dire que je suis audacieuse dans mon business dans le sens où, par exemple, ne serait-ce qu'au tout début, quand j'ai attaqué dans l'entreprise, au lieu de dire, voilà, je suis débutante dans le closing, je n'ai encore jamais pris d'appel, voilà, d'avoir cette petite voix. Non, j'ai pris confiance en moi. En tout cas, je sais croire que j'avais confiance en moi. Mais à force d'y croire, on le devient. Donc, je sais pas, je pense que j'ai fait semblant pendant très longtemps d'avoir confiance en moi et un jour, j'y cru. J'ai cru parce que j'ai vu les bienfaits. Donc, je disais à chaque entrepreneur que je rencontrais, qui allait potentiellement, ça allait être potentiellement une collaboration, au lieu de lui dire, oui, je suis toute nouvelle, voilà, je suis contente d'être dans cette équipe. Non, j'ai voulu faire la différence et je leur ai dit, voilà, je vais pas vous dire que je suis novice, je vais pas vous dire que c'est mes premiers appels, ce que je vais vous dire, c'est que je vais tout défoncer, qu'il faut qu'on fasse un test, voilà, je sais pas comment expliquer, mais j'ai dit tout l'inverse de ce qui était réel, mais parce que je le pensais, parce que ma conviction était tellement plus importante que ce que j'avais fait finalement, que ça a dépassé tous les doutes de toutes les personnes avec qui j'avais donc potentiellement cette collaboration. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir cette place, donc de pouvoir travailler avec des entrepreneurs qui aujourd'hui sont millionnaires, qui sont milliardaires, qui me font confiance. Je suis devenue le bras droit de plusieurs entrepreneurs à succès, comme on les appelle, tout simplement parce que j'ai été audacieuse, tout simplement parce que j'ai arrêté d'écouter cette petite voix qui me disait « Non, t'es pas légitime. Mais non, tu vas gagner trop d'argent. » Ou « Mais non, mais après, qu'est-ce que vont dire tes amis? Ah mais non, mais peut-être que tu vas perdre des... » Non, Tu t'es dit « Je vais gagner trop d'argent ?» Ouais, je pense que je me suis dit ça et je me suis dit mais en fait je me suis dit peut-être qu'on va me trouver prétentieuse ou peut-être qu'on va me trouver hautaine ou peut-être qu'en fait on va me regarder, qu'on va me juger, peut-être qu'on va me dire que c'était facile ou que j'ai du piston alors que pas du tout. Et puis après je me suis dit non, en fait c'est moi qui le décide. C'est moi qui décide en fait qu'est-ce que les autres vont percevoir de moi. Et puis quand bien même ce qu'ils perçoivent de moi, qu'est-ce que ça va faire? On dit tout le temps ne jamais écouter les critiques des personnes dont tu n'écouterais aucun de leurs conseils. Et en fait, quand on a dit ça, je me suis dit, oui, c'est vrai. Non, les personnes qui m'importent le plus, ce sont les gens que j'aime et qui m'aiment, avec qui j'ai partagé des choses et qui me connaissent réellement. Et quand je parle d'argent, c'est que pendant très longtemps, j'ai même
menti, je pense, à certains de mes proches, ou du moins, j'ai pas menti, mais je ne leur ai pas forcément dit combien est-ce que j'avais gagné. Et là encore, c'est peut-être parce que j'avais peur de les perdre, peut-être parce que j'avais peur que on me voit différemment, ou peut-être que même avec certaines personnes, je me suis dit, y a des personnes qui vont me parler par intérêt. Toutes ces choses, je me les suis dites parce que c'est humain, parce qu'on a une espèce de méchante fille dans notre tête qui aime bien nous auto-saboter, nous faire du mal tout simplement. Et puis donc oui, le conseil que j'ai à donner, c'est de toutes les choses que vous avez envie de faire mais que vous avez peur, c'est là qu'est le bon endroit. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui vous fait peur, c'est notre bon endroit en fait. C'est ça qui va nous faire vibrer. Alors oui, je dis pas, quand on va le faire, on va trembler, on va avoir peur, mais après l'avoir fait, mais la gratitude qu'on a, la reconnaissance qu'on a et la fierté qu'on a, elle est incroyable. Donc voilà. Là, réfléchissez. Bon, moi j'ai peur des araignées, je vais pas aller me mettre dans un bain rempli d'araignées. Ça non, on est bien d'accord. Mais par exemple, là, admettons, au tout début, j'avais voulu contacter une personne dans le closing, justement, qui m'a inspirée. Et au début, je me suis dit, mais si j'envoie un message, il me répondra jamais, je vais me taper la honte. C'est pas grave. J'ai été audacieuse. Je me suis dit, c'est qu'un clic, après tout. Au pire, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai rien à perdre. J'ai tout à y gagner. Donc, j'ai envoyé ce message. C'était une personne très reconnue à cette période-là. Et je me suis dit, il me répondra jamais. Mon audace, le fait que j'ai osé écrire un message à une personne overbookée, où je me suis dit, il est tellement plus important que moi à ce stade-là, on verra. Il m'a répondu 5 minutes plus tard. Un an plus tard, on s'est retrouvés sur la même île, l'île dans laquelle j'avais décidé de vivre. Et simplement parce que j'ai vécu dans cette île, il s'est dit, c'est une bonne idée, moi aussi je vais le faire. Donc il y a un an avant, je me suis dit, jamais il ne parlera. L'année d'après, j'étais en train de faire des fêtes avec ses enfants. Donc, pour dire à quel point l'audace peut changer nos vies, elle peut changer la vie des autres aussi. Et encore une fois, voilà, ce que je répéterai et ce que je me répète aussi tous les jours parce que j'ai des peurs au quotidien, c'est que c'est sûrement le bon endroit si j'en ai peur. Et qu'en fait, quand j'en ai pas peur, c'est que je suis toujours dans ma zone de confort, que je me challenge pas suffisamment et que du coup, forcément, j'aurai toujours les mêmes résultats. Donc si ça me va d'avoir les mêmes résultats, j'y vais, pas de souci. Mais si mes résultats ne me conviennent plus, si j'ai envie de plus, il va effectivement falloir prendre des décisions que j'ai jamais prises auparavant. Justement, pour revenir sur une décision que tu avais prise, dont tu as parlé au début de l'épisode, tu disais que tu avais investi beaucoup dans le coaching et dans la formation pour ton métier. C'est un vrai truc, ça, où en fait, moi je le vois, où par exemple les gens se disent est-ce que je suis prêt à mettre autant d'argent sur la table en fait pour pouvoir se former. Moi, la première, en fait, j'ai pris une coach cette année où en fait j'ai jamais autant investi de ma vie et franchement quand j'ai sorti l'argent j'étais là mon Dieu ça fait flipper parce que en fait tu as envie de faire confiance à la personne mais que du coup tu te dis mais qu'est-ce que ça va être si ça va pas en fait. Est-ce que je vais avoir un retour sur investissement? Est-ce que machin? Mais en fait, aujourd'hui, je le referais à 1000% parce que je suis sortie de construction que j'avais, parce qu'elle me coach sur le business, mais en vrai, il y a beaucoup de mindset de toute façon, dans un business, il y a beaucoup de mindset. Oui. Donc, d'état d'esprit, de façon dont on voit les choses, des prismes dans lesquels on est, dans lesquels on vit depuis des années, que tout d'un coup, il y a un espèce de pattern qui se détache comme ça, et tu te dis, mais en fait, j'ai vu ça toute ma vie comme ça, et en vrai, tu peux voir ça aussi. Ou, voilà, dans chaque chose négative, il y a des choses positives qui s'en détachent. Ces trucs-là, en fait, ça vaut tout l'or du monde, mais il y a beaucoup de gens qui ont cette crainte, en fait, d'investir sur eux-mêmes. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais plusieurs choses. La première, c'est que plus on investit sur soi, plus on veut un retour sur investissement et plus du coup on s'implique. Exemple tout bête, j'ai un ami par exemple qui voulait apprendre l'anglais et du coup il a téléchargé une application gratuite sur internet, sur Apple Store. Il a jamais rien fait, il a jamais appris un seul mot. Et puis ensuite il a pris un professeur particulier, il a investi de son temps parce que du coup il venait à chaque fois chez lui, de la charge mentale parce qu'il devait à chaque fois ranger son intérieur et en plus de ça il a investi donc de l'argent. Bizarrement, il parle très bien anglais aujourd'hui. Donc en fait, c'est simple, le gratuit, ça sert à rien. Je pense qu'on reçoit au moins un e-book par jour. J'ai lu aucun de ces e-books et pourtant il est gratuit. Et pourtant, je vais aller payer peut-être un e-book 500 €.
parce que, je sais pas, il y a cette valeur-là aussi. Donc, toutes les choses qu'on nous offre sur un plateau, on les saisit pas. Et ensuite, on se plaint que le reste des choses qui pourraient être faites pour nous soient payantes. Mais en fait, c'est pareil. C'est comme dans une école de commerce. Il y a des gens il y a personne dans une école de commerce qui va dire, bon, du coup, dès que j'aurai mon diplôme et que j'aurai un travail, je vous paierai. Non. On paye d'entrée. Là, c'est exactement pareil pour tes accompagnements notamment. Dans tous les cas, quelque part, les personnes qui ont décidé d'accompagner, de coacher, elles prennent un grand risque. Elles prennent le risque, donc, d'avoir de très mauvais retours. Elles prennent le risque d'avoir beaucoup de charge mentale. Donc, c'est très logique. Elles ont qu'une envie, c'est d'avoir les meilleurs candidats, les meilleurs clients, les meilleurs candidats de rêve. Donc, c'est sûr. Pour moi, il n'y a pas de crainte. Je sais qu'elles vont faire quelque chose de qualitatif parce que si elles font quelque chose de pas qualitatif, très mauvaise réputation, elles ternissent leur image. Et puis, de toute façon, dans un an, elles déposent bilan. Et puis, pour la personne d'en face, si elle est à 110% impliquée comme elle le prétend, alors il n'y a pas de raison qu'elle ne réussisse pas. Juste le fait d'investir de l'argent, elle veut se rentabiliser. Donc, elle ne va pas se donner le moyen d'échouer. Encore une fois, quand elle a quelque chose de gratuit, elle procrastine. Mais une personne qui investit de l'argent, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, la première, tu voulais un retour sur investissement. Donc, c'est gagnant-gagnant. Ça fait match. C'est évident, en fait. C'est tellement logique. Sauf que les gens préfèrent se compliquer la vie alors que ça pourrait être simple. Donc, ils vont se dire, mais si jamais j'y arrive pas. Mais si jamais c'est une arnaque. Mais si jamais, mais j'ai peur de réussir, j'ai peur d'échouer, Tout ça, ce sont des excuses parce que ça fait peur de grandir. Parce que ça fait peur de faire des choses différentes. Donc, c'est simplement, pour une fois dans votre vie, dans notre vie, faisons quelque chose qu'on n'a jamais fait pour avoir un résultat qu'on n'a jamais eu. On peut pas, en fait, se plaindre des résultats actuels si finalement, chaque jour, on conduit notre vie comme on l'a toujours conduit. Et encore une fois, les meilleurs endroits sont là où on a peur. La première fois que j'ai investi quelque chose et que j'ai appuyé sur envoyer et que le virement s'est fait, je me suis décomposée. Mais je voulais tellement me rentabiliser que pendant 3 mois, je me suis tellement impliquée que j'étais la meilleure des élèves, en fait. Bien plus d'ailleurs que dans les études. Parce que je l'avais décidé, c'est ma décision. Quand c'est notre décision, alors forcément, on entreprend, forcément, on veut des résultats et on s'implique. Alors bien sûr, après voilà, il faut calculer l'état d'urgence. Je demande pas, je dis pas qu'il faut devenir des yes man, mais je dis qu'il faut savoir prendre des risques calculés dans la vie si effectivement on veut réaliser ses rêves. C'est pas en ne prenant aucun risque dans la vie qu'on aura quelque chose qu'on veut. C'est évident, en fait. Voilà. Top. Alors, je sais pas si tu as déjà écouté un des épisodes de Wedding Divan, mais ce que je fais, c'est que j'envoie pas toutes les questions et j'en pose 2-3 à la fin que j'avais pas envoyées. Ok. Donc, c'est parti. C'est parfait. J'adore la spontanéité. Qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Je pense que clairement, j'ai appris à avoir confiance en moi. Justement, tout à l'heure, tu vois, tu m'as posé la question de comment est-ce que tu es audacieuse dans ton boulot. Je pense que je me le suis donné sur un plateau, c'est-à-dire qu'au tout début, quand j'ai attaqué, je me suis pas laissé le choix. Je me suis dit de toute façon, si je me décris comme je suis vraiment, eh bien, ils me prendront pas. Donc j'ai fait semblant et à force de faire semblant, j'ai réussi. J'ai réussi dans ma propre définition de la réussite. J'insiste bien là-dessus. Je ne me dis pas avoir réussi dans ma vie, mais je dis avoir réussi dans ma propre définition de la réussite. Voilà. Mais c'est quoi réussir pour toi, du coup? C'est une question que je pose souvent à la fin, et du coup, j'allais pas te la poser, mais du coup, je suis obligée. Réussir pour moi, dans ma propre définition, c'est que, il y a un ratio pour moi. C'est le temps, l'argent, le plaisir et l'énergie. Il faut que ce ratio, quelque part, il ait le même pourcentage. C'est-à-dire que, si admettons, on parle de plaisir, c'est de faire un travail qui ne me semble pas en être un. Au niveau de l'énergie, c'est de pouvoir stopper quand j'en ai envie. Admettons, il y a quelqu'un, en fait, qui a un souci, par exemple, dans ma famille. Je n'ai aucun problème à arrêter tout ce que je fais tel qu'il est. Au niveau de l'argent, c'est ne plus avoir à regarder mon compte bancaire tous les jours, me payer quelque chose sans savoir combien ça coûte. Et ça, c'est une liberté, une charge mentale en moins qui est juste incroyable. Ça nous enlève l'acné aussi. Ça nous enlève les tâches, ça nous enlève... Bref, le stress en moins, ça fait vraiment du bien. Ça, c'était vraiment un but. Et puis ensuite, au niveau du temps, c'était me dire que je voulais des temps de qualité avec ma fille et que je n'avais aucun moment de culpabilité tant dans mon travail que dans un moment avec ma fille. Donc, en soi, la réussite pour moi, c'est de faire un travail, en fait, qui n'en est pas un, de me sentir utile et puis surtout, je pense me sentir libre de pouvoir faire ce que je veux et de dire quand je veux, ce que je veux quand je veux. Voilà. Du coup, t'as réussi, non? Parce que tout ce que tu me dis là, tu l'as, non?
Oui. J'ai réussi dans ma propre définition de la réussite. Maintenant, attention, même si ma réussite, ça peut être au niveau de ma carrière, j'ai aussi, je me donne beaucoup de défis et beaucoup de challenges au niveau de mon rôle de maman. Et je dirais pas que j'ai pas réussi ou que j'ai réussi, mais là aussi, je veux en tout cas continuer à pouvoir faire tous les objectifs que je me fixe dans mon rôle de maman. Ça marche. Ta phrase préférée, ta citation préférée, le truc que tu dis tout le temps, à part ce qu'on a déjà dit toutes les deux là. Qu'est-ce que tu dis tout le temps à ta fille, par exemple? Qu'est-ce que je dis tout le temps à ma fille? Qu'elle est belle. Elle a 1 an et demi. Qu'est-ce que tu as envie qu'elle retienne de toi? Qu'elle retienne de moi, je pense qu'elle fasse ses propres choix, j'ai pas de mantra autre que ce que j'ai pu te dire, mais en tout cas, ce que je lui dirais et ce que je dirais à chacune et à chacun, c'est de trouver en tout cas un bon environnement, un environnement qui soit solide. On s'en rend pas compte, mais c'est vrai que notre environnement est très important. Les personnes qu'on côtoie au quotidien sont importantes. C'est celles qui aussi vont nous permettre de nous booster, vont nous permettre de nous confronter à la réalité, de nous challenger. Pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de relations toxiques. J'ai eu vraiment des cercles d'amis qui, n'étaient pas forcément les cercles d'amis qui me correspondaient. Je jouais le caméléon. J'essayais d'être une personne que je n'étais pas et jusqu'à presque m'oublier. Donc, je dirais à ma fille de vraiment suivre son intuition, qu'elle peut tout me dire, qu'elle peut avoir confiance en moi et de oser, elle aussi, de oser s'exprimer dès le plus jeune âge. Voilà, c'est vrai, hein, je pense que j'ai peur. J'ai des peurs aujourd'hui, j'ai des peurs qui sont vis-à-vis de ma fille. J'ai peur, par exemple, quand elle ira à l'école. J'ai peur de ce qu'elle sera confrontée. J'ai peur de sa différence envers les autres. Et à la fois, je trouve ça beau d'avoir peur parce que c'est une belle preuve d'amour que j'ai envers elle. Et à la fois, je sais qu'elle sera très courageuse. Ce que je dis souvent aussi, c'est il faut savoir être vulnérable, ne pas garder tout pour soi, ne pas tout intérioriser. La vulnérabilité, pour moi, c'est une véritable preuve de courage. C'est comme mon mari, par exemple, quand il disait non mais moi je pleurais pas, je peux pas me permettre de pleurer lors de notre mariage. Eh bien, il a pleuré alors qu'il voulait pas pleurer. C'est ceux qui pleurent le plus. Et j'ai trouvé ça très courageux. Exactement, c'est ça. Je te le dis. Mais voilà, je trouve que c'est courageux, que c'est un homme ou une femme de se rendre vulnérable. Ça montre une part de courage, ça montre aussi que effectivement on a des moments de faiblesse et c'est justement en assumant et en pouvant percevoir vraiment de nos propres yeux toute notre faiblesse qu'on va pouvoir justement se rendre compte que on est humain, mais qu'en revanche on peut se relever et que s'il y a faiblesse, il y a forcément des forces et qu'il faut aller les récupérer, quoi. C'est clair. Et la dernière question, je pense que ça sera peut-être la plus dure, mais qu'est-ce que tu dirais à Candice qui avait 12 ans? Je dirais, tu vois, c'est étrange cette question parce que à la fois, je pense que je lui dirais un message de bienveillance, simplement, en mode crois au process, crois en la vie, vas-y, fonce, continue comme ça. Parce qu'en fait, je pourrais tellement la prévenir de tout plein de choses. Mais si je la préviendrais de tout plein de choses, qu'il arrive des belles ou des mauvaises choses, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je dis pas qu'aujourd'hui, je suis fière de moi à 100% de tout ce qui a pu m'arriver dans ma vie, etc. Mais je suis heureuse de ce que je me suis construit petit à petit, brique par brique. Et en fait, l'ado Candice pourrait lui dire vite, t'as qu'à lui dire qu'il va se passer ça, comme ça se passera plus jamais. Mais non, je lui dirais juste continue comme ça parce que tu verras, il y a un jour où tu vas vraiment devenir la femme que tu as envie de devenir. Voilà, sûrement quelque chose comme ça. Qu'elle garde espoir. Parce que oui, je pense que la Candice a perdu espoir plein de fois. Donc, je dirais simplement, continue, ça va arriver. Trop bien. Merci beaucoup, Candice. Je te fais plein de bisous et encore vraiment merci beaucoup pour tout ce partage. Et j'ai hâte de lire Oser briller, du coup. Oui, c'est la première fois que je le dis officiellement. Alors attends, parce que tu sais, ça va sortir dans un mois, à mon avis, celui-là, où on sait pas encore. C'est bien, c'est très bien, c'est parfait. En tout cas, moi aussi, j'ai été ravie. Je te remercie encore une fois. Je suis très honorée d'avoir fait partie de ton podcast, et je remercie tous ceux et celles qui nous auront écoutés. À très bientôt. Et bientôt, il y aura Julie, du coup. Oui, on a calé un déj pour caler le podcast, du coup. Je serai la première à l'écouter. J'imagine. Merci à tous pour votre écoute et à très vite, en tout cas, Candice. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu et inspiré autant que moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi en nous taguant Candice et moi. Tu peux aussi t'abonner au podcast et mettre 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Diva.